Je trouve que ce qui est très intéressant dans les missions du CSTB, et Julien Hans nous en parlera davantage aussi sans doute, c'est que ce n'est pas simplement le bâtiment, c'est la ville tout entière et l'insertion des bâtiments dans la ville. Et donc cette espèce d'élargissement de la mission me paraît extrêmement intéressant, surtout pour nous tous ici. Donc, Monsieur Crépon, merci beaucoup d'être avec nous. Pour nos travaux scientifiques, 5 grandes priorités scientifiques pour le CSTB. Les questions d'énergie et d'environnement, les questions de santé et de confort, les questions de maîtrise des risques. Et on sait que c'est un sujet de plus en plus lourd. On en parlait avec le président Lalonde, notamment face au changement climatique. Les questions numériques, dans un secteur du bâtiment qui aujourd'hui se saisit pleinement de l'ensemble des opportunités que va apporter la révolution numérique. Et ça va être une véritable révolution industrielle, comme à mon avis le secteur du bâtiment n'en a pas connu depuis quelques décennies, voire quelques siècles. Enfin, la question des usages, et parce que, j'y reviendrai, le bâtiment ne peut pas se résumer à des problématiques scientifiques verticales comme questions énergétiques, les questions sanitaires, des sujets transverses que nous souhaitons aborder, la question de la rénovation, enjeu majeur des années à venir, la question de l'adaptation du bâtiment aux transformations sociétales et notamment, bien évidemment, les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux de vieillissement de la population. Et la question qui pour nous est un des défis à venir du secteur du bâtiment, du développement de l'industrialisation. On voit aujourd'hui que le secteur du bâtiment qui pèse 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est la taille de l'industrie automobile, c'est 2 fois l'industrie aéronautique en France, qui sont quand même deux fleurons industriels, et quand même sur un mode où il y a une très faible industrialisation. Globalement, à peu près l'intégralité des ouvrages sont réalisés sur le chantier. Ce qu'on voit naturellement quand on regarde de manière un peu plus large les secteurs économiques et quand on regarde ce qui peut se passer dans d'autres pays. Là encore, on en parlait avec le président Lalonde de la Chine et sur le sujet, il y a un terrain d'expérimentation qui en tout cas doit nous amener à réfléchir. Est-ce que la valeur doit toujours être intégralement sur le chantier? Est-ce qu'elle n'a pas vocation à se déplacer en particulier vers l'usine, et où le chantier est un lieu d'assemblage d'éléments qui ont été préparés en usine? On voit qu'il y a des initiatives de plus en plus fortes de la part d'un certain nombre d'acteurs économiques, que ce soit pour de la construction neuve ou que ce soit pour de la rénovation. Et c'est clairement un des sujets sur lesquels le CSTB veut mobiliser ses capacités de recherche. Notre approche au CSTB, en m'excusant d'être un peu long, est d'abord et avant tout de dire qu'un bâtiment, et plus largement qu'un bâtiment, une ville, est fondamentalement un système complexe qui a été conçu à l'origine pour répondre à 2 objectifs essentiels des gens. D'une part, assurer la sûreté et la sécurité des gens. Première fois que les gens ont construit un bâtiment, c'était d'abord et avant tout pour s'abriter de la pluie ou de tout événement climatique. Et 2, d'assurer un niveau de confort et de bien-être conforme aux besoins de la personne. Et qu'aujourd'hui, compte tenu du changement climatique, des enjeux environnementaux collectifs que nous avons à l'échelle de la planète, nous devons assurer ces 2 fonctions en minimisant l'impact environnemental des bâtiments. Mais c'est bien en ayant cette triple approche
de dire il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de bien-être, il y a des enjeux environnementaux. Et en abordant le bâtiment, le système complexe du bâtiment, le système complexe de la ville, sous ce triple regard, que nous ferons un travail pour les générations futures. Avoir une pure approche sur seules questions de sécurité, les seules questions de bien-être ou les seules questions environnementales serait fondamentalement réducteur et ne nous conduirait pas à des travaux et à des solutions qui soient résilientes dans le futur. Et c'est l'une des particularités, à mon sens, l'une des forces du CSTB, c'est que des gens qui sont très compétents en matière de structure, en matière d'acoustique, en matière de numérique, en matière d'énergie, il y en a énormément en France. Il y a de très très bonnes équipes de recherche en acoustique dans les universités françaises. Il y a de très bonnes équipes de recherche en matière énergétique dans les universités françaises. Il n'y a globalement qu'un seul endroit où l'ensemble des compétences nécessaires à une approche scientifique du bâtiment sont réunies et dédiées au bâtiment, c'est le CSTB. Et c'est clairement, pour moi qui en suis président depuis quelques années, la force et la justification essentielle de l'existence d'un établissement comme le CSTB. C'est que nous apportons à l'ensemble de la collectivité, nous vous apportons cette capacité d'approche multicritère des problématiques du bâtiment et des problématiques de la ville. Sur les sujets plus spécifiquement d'énergie environnement, en poursuivant sur le fil présenté par Étienne, il y a quelques années, on a commencé à travailler sur les performances environnementales plutôt dans une logique de chercheur qui a une théorie en tête. La théorie, c'était de se dire, c'est quand même très pertinent de faire le bilan environnemental sur l'ensemble du cycle de vie. Donc dit autrement, je ne consomme pas uniquement ce que je vois pendant ma partie d'exploitation, l'eau que je consomme pendant que je vis dans le bâtiment, l'énergie que je consomme pendant que je vis dans le bâtiment, mais aussi ce qu'il faut pour m'amener à disposition ce bâtiment. Ce qu'on ne savait pas encore tout de suite en créant ces méthodologies-là, c'est les ordres de grandeur de ce que l'on allait trouver dans les chiffres. Et quand on s'aperçoit aujourd'hui que je consomme ou que j'émets plus de gaz à effet de serre pour fabriquer mon ouvrage que pour l'exploiter, je m'aperçois que faire un bâtiment bas carbone, c'est nécessairement une autre démarche que juste l'exploiter bas carbone ou de penser en phase d'exploitation bas carbone. Donc ça nous a ouvert les yeux sur le fait que la bonne méthodologie était ailleurs, et en fait on a passé une dizaine d'années à bâtir une méthodologie pour que l'ensemble des acteurs de la construction soient en situation d'utiliser ces méthodes-là, les données nécessaires aussi, parce que pour faire ça, il faut que les fabricants mettent à disposition les données pour nous dire voilà ma brique, elle a une résistance mécanique, elle a une résistance thermique, ça c'était classique, mais voici aussi les impacts environnementaux nécessaires à sa fabrication. Maintenant qu'on a ça, on est donc en situation de concevoir des bâtiments avec une approche plus large qui est en fait utile, parce que si je ne le fais pas, j'oublie la moitié des impacts en route. Ça tombe sous le sens finalement, parce qu'on voit aussi que quand je rajoute des équipements, je suis plus performant en exploitation, mais j'investis quelque part. J'investis sur l'environnement pour amortir par la suite. Ça s'est avéré d'autant plus important qu'au départ, on le faisait dans une logique de performance énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre principalement. Mais on sait très bien que finalement, on s'occupe des choses ou on s'intéresse au sujet, soit parce qu'on en a besoin, c'est le cas du confort, soit parce qu'on a une problématique de rareté de ce que l'on utilise. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que derrière la rareté de l'énergie, on a aussi la rareté des matières premières, on a aussi la problématique des déchets qui nous crée des problématiques. Et donc on sait que les sujets d'économie circulaire, par exemple, et d'être en capacité de consommer beaucoup moins de matière et d'émettre beaucoup moins de déchets. Et la très bonne nouvelle, c'est que la méthodologie qui a été mise en place, en fait, elle amène aussi des éléments. Cette méthodologie d'analyse de cycle de vie, aujourd'hui, elle nous amène à peu près 14 critères, je dirais gratuitement, à partir du moment où on a fait le calcul. Vous étiez venu pour évaluer vos gaz à effet de serre, et en fait, vous avez des informations sur comment j'ai pollué l'eau, comment j'ai pollué l'air, et combien de matières premières j'utilise. Donc ça, c'est un des premiers axes de travail de la direction énergie-environnement, c'est la conception de la performance globale des ouvrages. Et bien évidemment, comme on a des collègues dans d'autres directions qui font la santé et le confort, on est capable de dire, bien sûr, parfois je consomme un peu plus de matière et d'énergie, mais c'est parce que j'avais souhaité un niveau de confort supplémentaire. C'est assez évident entre une maison, je dirais,
d'un CMiste classique et une maison d'architecte, on comprend tout de suite les enjeux, hein, bien sûr. Un des deuxièmes sujets qui nous anime, c'est que sur les consommations d'énergie, on fait beaucoup de calculs, mais on s'aperçoit que nos calculs sont assez éloignés de ce que l'on observe dans la réalité. Donc on est dans une dynamique à se dire, si on calculait moins pour garantir plus, on gagnerait du temps. Ça, je vois que vous êtes concerné par le sujet. Ça paraît simple de raconter comme ça, mais il y a beaucoup d'acteurs dans le bâtiment, et comme le disait Étienne, c'est toujours un prototype, on est toujours sur un chantier, c'est toujours nouveau. Donc, pour une voiture, on sait très bien que la consommation d'essence n'est pas celle qu'on nous vend, mais je vais avoir qu'un seul usager dedans. Sur un bâtiment, effectivement, celui qui a construit la voiture ne la construit pas pareil à chaque fois, celui qui l'utilise ne l'utilise pas de la même manière. Donc pour dégager les angles de comment je travaille collectivement à un résultat, c'est pas facile. On pourrait ajouter, pour faire une analogie sportive, hein, c'est que quand vous faites une équipe de rugby, vous choisissez vos gars, vous travaillez, vous vous entraînez pour avoir un résultat, quoi. Quand on fait un bâtiment dans les appels d'offres publics, l'équipe, elle se constitue au moment où on ouvre les plis, ce sera toi, plus toi, et débrouillez-vous, il faut que ce soit performant in fine. Quand on sait que le sujet de la performance, c'est souvent aux interfaces entre celui qui a fait le mur, celui qui pose la fenêtre, ça pose des questions nouvelles. Donc ça, c'est ce deuxième sujet de la garantie de performance. Et le troisième sujet, c'est, on nous le dit souvent d'ailleurs, on nous dit mais vous travaillez sur les bâtiments neufs, et puis sur la rénovation, vous êtes pas assez présent. Alors en fait, les problématiques d'objectivation, elles restent valables sur la rénovation. Donc toutes les méthodes que l'on développe pour le neuf, elles sont souvent en fait en fer de lance pour être utilisées en rénovation. En rénovation, le vrai sujet, c'est comment je sécurise les investissements et comment je donne envie. Comment je rends facile à quelqu'un qui a décidé qu'il voulait un peu plus de confort, un peu plus de surface, et peut-être, dans certains cas, économiser des consommations ou avoir un geste pour l'environnement en émettant moins de gaz à effet de serre, comment je lui rends facile cet acte de rénovation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend bien que quand je suis... on va prendre un exemple simple de quelqu'un, par exemple, qui pourrait financer facilement un retraité aisé dans une maison individuelle. S'il ne rénove pas, c'est tout simplement parce qu'il ne sait même pas qui est son premier interlocuteur, qui va lui packager l'acte de rénover. Et en fonction de qui il croise en premier, on va lui vendre aujourd'hui soit du solaire photovoltaïque, soit une fenêtre à changer, mais on ne va pas lui proposer une rénovation globale de sa maison. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est que clairement, si on voulait changer de braquet sur la rénovation, il y a toute la problématique de la formation des acteurs et de l'accompagnement pour avoir les escouades suffisantes pour le faire. Aujourd'hui, on s'aperçoit, vous avez tous cherché à joindre un artisan quand vous en avez besoin. Imaginez qu'on mette en place un programme de rénovation sur la maison individuelle, tout simple, juste au turnover de la maison individuelle tous les 7 ans d'imposer une rénovation. En faisant ça sur 15 millions de maisons individuelles, en faisant une règle de 3, vous allez vous apercevoir qu'on multiplie par 2 le nombre de logements rénovés par an. On passerait de 300 000 à 600 000. En faisant ça, on serait très très vite à court de bras. Donc sur la rénovation, notre sujet, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs. Ça peut aller de la start-up au gestionnaire de parc qui se pose la question de comment j'attaque ce sujet en fonction de mes objectifs. On s'aperçoit que sur les gaz à effet de serre, le bilan de vos produits de construction, ce que vous mettez, vos fondations, vos briques, vos isolants, vos fenêtres, le bilan de ces produits-là est supérieur aux consommations d'énergie ou aux gaz à effet de serre liés à vos utilisations d'énergie pendant la phase d'exploitation sur un bâtiment neuf, c'est-à-dire sur un bâtiment qui consomme très très peu. Sur un bâtiment ancien qui ne consomme pas 50 kWh mais 300 kWh par mètre carré par an, c'est plus du tout la même chose. Mais on est sur des bâtiments tellement performants aujourd'hui sur le neuf que c'est là où nous en sommes arrivés. Sans parler de la mobilité, évidemment. C'est-à-dire que si votre bâtiment est mal localisé et qu'il génère du transport, même chose. En termes de jeu d'acteurs, le pouvoir réglementaire, il appartient au ministre, il appartient au gouvernement. Le CSTB est le bras armé qui va éclairer de ses travaux scientifiques celui qui est maître d'ouvrage de la réglementation, qui est le gouvernement. Nous pouvons éclairer le gouvernement avec nos analyses scientifiques, nos recommandations, mais in fine, la réglementation, elle est faite par l'État. J'ai signé la RT 2012 ONI par chacun d'entre vous quand j'étais DHUP,
je ne signerai pas la réglementation environnementale en tant que président du CSTB. Par contre, en tant que président du CSTB, et l'ensemble des experts du CSTB alimentent les travaux de l'État pour les aider à prendre la réglementation qu'ils souhaitent dans le domaine qu'ils souhaitent, qui soit la plus pertinente par rapport à leurs objectifs politiques. Je voulais préciser ça parce que je sais qu'il y a parfois une certaine confusion sur le rôle du CSTB. Nous n'avons pas, nous ne revendiquons pas, surtout pas, le pouvoir réglementaire. C'est vraiment l'apanage de l'État. En complément, par rapport à ce qui est dit sur le fait que c'est bien le ministère qui prend les rênes à un moment donné, je crois qu'il faut remettre en perspective les travaux de recherche et développement derrière. On est assez déçus en France du taux de recherche par rapport au chiffre d'affaires conventionné. C'est extrêmement faible, on est en dessous du %, quoi. C'est extrêmement faible. Donc, par rapport à ça, soyons très clairs, on sait simuler en acoustique, on sait simuler la qualité d'air, pas tout, parce que les recombinatoires de formaldéhyde, de composés organiques volatiles, semi-volatiles, tout ça, c'est pas super simple. L'éclairage, on sait le faire. Les performances environnementales, on sait les faire. On pourrait rêver d'un univers où votre maquette numérique de bâtiment, vous vous posez une question, je vais changer le double vitrage en triple vitrage, je vais changer mon béton de fondation, et en un claquement de doigts, je pourrais avoir automatiquement les évolutions du confort, les évolutions de qualité d'air, les évolutions de performance environnementale. Et si ça, c'était le standard de la conception aujourd'hui, parce que les outils l'ont fourni, parce qu'on a toute la chaîne des données des industriels, du logiciel qui permet de le faire, probablement qu'un réglementaire se dirait, mais écoutez, c'est extrêmement simple, on va proposer une réglementation multicritère avec différents seuils sur différentes choses. À partir du moment où on n'est pas capable de le faire sur les bâtiments prototypes, sur le meilleur état de l'art qu'on ait des bâtiments français, difficile de demander à tous les bâtiments de le faire du jour au lendemain. C'est ça, une des vraies difficultés de pourquoi on met ou pas des choses aussi dans une réglementation. Il faut être prêt. Il faut que ce soit opérationnel. Pas d'avis sur l'architecture réglementaire. Est-ce qu'il faudrait avoir une méga réglementation qui prenne tous les sujets en compte? Ça serait probablement le mieux, mais ça risquerait de devenir probablement très touffu. Par contre, le fait que dans l'ensemble de l'architecture réglementaire, l'approche soit vraiment une approche de performance globale du bâtiment et pas focalisée sur un seul thème, c'est très clairement ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le bâtiment est un système complexe avec des objectifs complexes qui sont tout à la fois la sécurité, la sûreté, le bien-être, et la qualité d'air est clairement un élément du bien-être, voire de la santé des occupants, en minimisant la consommation des ressources rares, comme l'évoquait Julien, et donc notamment les émissions de carbone ou la consommation énergétique, la consommation d'eau. Les travaux de modélisation qu'on fait qui derrière vont être utilisés par tout à la fois le pouvoir réglementaire et les acteurs. Ils ont vocation à refléter le plus possible la réalité de ce qui se passe dans le bâtiment. La modélisation n'est pas là pour être l'alpha et l'oméga, mais pour aider à approcher le réel. Et dès lors qu'on a un composant du bâtiment, qu'il soit passif ou actif, qui a un impact sur le fonctionnement du bâtiment, sur consommation énergétique ou ses émissions de gaz à effet de serre, ou sur la qualité sanitaire, bien évidemment, il doit être pris en compte à la hauteur de son impact. Et pour moi, là-dessus, il n'y a pas de débat et il n'y a pas de conflit entre l'actif et le passif. Le bâtiment est un système complexe et l'ensemble des éléments qui influent sur ses performances doivent être pris en compte à la hauteur réelle de leur influence sur les performances. Sur la partie des 300 000, on n'est pas dépositaire du chiffre, on fait comme vous, on fait la bibliographie, on prend les données, les chiffres clés du bâtiment, les données économiques.
c'est pas évident entre le geste de rénovation où j'ai rénové une cuisine, enfin, j'ai refait la cuisine et la salle de bain et j'ai refait l'enveloppe globale, plus les équipements, c'est assez délicat. Mais ce que j'ai en tête en tout cas, c'est que des rénovations lourdes qui sont considérées comme remettant au niveau de performance énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre un bâtiment ancien en bâtiment au standard du neuf, on peut considérer qu'on en fait 300 000 par an. C'est ce que j'ai en tête, mais ce n'est pas nos chiffres. Question sur la RT 2012 et la réglementation environnementale. Le Parlement, quand il a voté les lois Grenelle, a fixé le cadre dans lequel devait être élaborée la future réglementation thermique. Et ça a vraiment fait l'objet, il se trouve qu'à l'époque j'étais sur le banc des ministres, j'ai assisté et au débat en séance et au débat hors séance. Je m'estime sur le sujet un interlocuteur raisonnablement bien informé de ce qui s'est passé. Ça a vraiment été un choix politique de la représentation nationale de dire la réglementation thermique que nous sortirons en 2012, elle aura une pure dimension énergétique. Et que la réglementation suivante sera une réglementation environnementale qui prendra les enjeux carbone. Il y a vraiment eu une volonté du Parlement et donc de la nation derrière ça, de dire on y va progressivement. On était sur une réglementation thermique 2005 avec un objectif à 240 kWh. On va faire une première transformation de la filière du bâtiment pour l'amener à 50 kWh. On va juste diviser par 5 la capacité d'émission des capacités de consommation des bâtiments. Et dans un deuxième temps, on prendra les enjeux carbone. A posteriori, ce que je vois, c'est que la réglementation thermique 2012, elle est clairement et sûrement perfectible. Clairement pas la prétention de dire que c'est l'alpha et l'oméga de l'approche des questions énergétiques à l'échelle d'un bâtiment, qui y a sûrement des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais que par rapport à l'objectif politique qui a été fixé par le Parlement, et je veux toujours en revenir là, parce que l'augmentation, elle est quand même là pour mettre en œuvre une orientation politique fixée par les élus de la nation. Elle a permis, en quelques années, une véritable transformation de la manière de concevoir, la manière de réaliser les bâtiments, où on a très significativement diminué la consommation énergétique. Que, pour moi, tout l'enjeu de la future réglementation environnementale, là, ça n'est plus l'ancien directeur d'administration centrale qui parle, c'est vraiment quasiment la personne. C'est la prise en compte des enjeux carbone. L'enjeu de la prochaine réglementation, ça sera comment je fais pour que cette réglementation prenne en compte les enjeux carbone face à l'objectif qui a clairement été affiché, là encore par le Parlement, de division par 6 des émissions de gaz à effet de serre. Après, les détails, les paramètres, je ne rentrerai pas dans le détail volontairement, parce que je redis, ça, c'est l'apanage et la responsabilité du gouvernement. Et qu'à ce stade, oui, nous avons des travaux avec le gouvernement. Comme nous sommes dans une fonction de conseil vis-à-vis du gouvernement, vous comprendrez que ces conseils, nous les réservons à notre maître d'ouvrage. Et que ça sera à lui de décider quand et comment il souhaite communiquer sur le sujet. Je sais que c'est d'ores et déjà le cas dans un certain nombre de groupes de réflexion. Le bâtiment étant un système complexe et ayant des fonctionnalités complexes, la rénovation d'un bâtiment ne peut s'aborder que de façon globale. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et aussi totalement en face sur le fait que une pure communication sur la rénovation, vous allez avoir un taux de retour qui ne vous est même pas garanti sur 30 ans ou 40 ans,
Honnêtement, quand j'explique ça à mes parents qui ont 80 ans, ils m'éclatent de rire au nez. Et que IA, on a absolument besoin, face à des gens qui se posent la question, est-ce que je vais ou pas rénover, de leur donner envie. Et que cette capacité à donner envie, ça nécessite effectivement qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision globale et qui ait une capacité de discours global. On comprendrait aisément que savoir si ça doit être un architecte, un entrepreneur, un bureau d'études, ça, je laisse les fédérations professionnelles en discuter entre elles. Moi, sur le sujet, je suis volontairement agnostique. Mais que par contre, il y ait besoin d'un ensemblier qui donne envie, ça, oui, c'est pour moi absolument évident. Pour prolonger un peu sur votre question, si je peux me permettre, sur le donner envie, il y a le donner confiance aussi derrière. On travaille avec un autre institut de transition énergétique qui s'appelle INEF4. On a fait des ateliers de travail sur la rénovation de quartiers homogènes. Rénover le quartier homogène, c'est quelqu'un qui se dit, tiens, toutes ces maisons se ressemblent, je suis dans un lotissement. Pourquoi les prendre une par une? Bon. Deuxième étape, si je veux donner envie, peut-être que je peux organiser un événement où je peux demander à tout le monde de venir et observer les solutions qu'on pourrait déployer sur ce lotissement. Solution 1, je ne fais que l'enveloppe, un petit peu de toiture. Solution 2, je fais l'enveloppe de manière massive, plus du gain de surface. Solution 3, c'est la solution 2, plus un nouvel équipement. Et voilà combien va coûter la solution 1, la solution 2, la solution 3. Et plus vous êtes nombreux, moins ça coûte cher. Et je prendrai en charge, effectivement, l'approvisionnement, les délais, etc. On peut réfléchir à des nouveaux systèmes. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais si on en reste coincé à 300 000, c'est que peut-être aussi il y a le sujet du financement. Mais aujourd'hui, si on dit aux gens, investissez, surtout si le temps de retour est tardif, peut-être que les gens qui ont le moyen se disent qu'ils n'en profiteront pas, ceux qui auraient peut-être le temps d'en profiter n'auront pas quoi investir. Mais pourquoi ne pas innover, par exemple, en disant, mais profitez de l'augmentation de surface et du confort, vous me rembourserez quand vous revendrez la maison, puisque de toute façon, dans 6 ans, vous êtes parti. On le sait, tous les 7 ans, on déménage en moyenne. Donc, je pourrais décider d'investir à votre place et de me payer quand la maison est payée. Et je crois que c'est là-dessus, dans une dimension complètement intégrée, qu'il faut investir. Sinon, on restera coincé à 300 000, parce qu'individu par individu, on a tous les bonnes raisons de rester dans l'habitat qu'on a, s'il n'y a pas envie et confiance des deux côtés. Encore une fois, je vais plutôt vous répondre en vous parlant des bases méthodologiques de l'analyse de cycle de vie. Je vais citer des travaux qu'on fait dans l'Institut de transition énergétique qui s'appelle Efficacity, un endroit où on est en train de faire la R&D en ce moment, avec les centres de R&D à Mont, avec des bureaux d'études, avec des industriels, on regarde ça. La logique est vraiment toujours la même. Qu'est-ce que je mets dans mon système? Et comment je peux objectiver les performances en fonctionnement de ce système-là, mais aussi ce que ça m'a coûté à prélever à l'environnement de mettre en place un système géothermique ou autre. Donc on va regarder ce qu'on met dedans et on essaye d'objectiver. Et j'ai vu tout à l'heure votre réaction sur le CO2 exploitation par rapport aux produits de construction. Ah bon, c'est vrai ça? Bah, si je vous dis le contraire dans 2 minutes, on ne sait plus. Et sur les échelles supérieures, c'est encore pire. Est-ce que je me raccorde ou pas au réseau de chaleur? Est-ce que j'investis moi-même dans un système géothermique local? Est-ce que je mets des PV sur le toit? Toutes ces questions-là, pour les arbitrer, j'ai besoin d'avoir 2-3 chiffres. Donc la réponse à votre question, c'est oui. On essaye de mettre des chiffres avec ces méthodologies-là pour dire, voilà, ça va consommer tant d'énergie à fabriquer cette affaire-là, et puis derrière, je vais être 30% plus performant en exploitation. Donc sur 20, sur 25, j'arrive, je retombe sur mes pieds, donc je peux y aller. Et dans une logique multicritère, je peux aussi regarder la pollution de l'air, je peux regarder d'autres sujets qui m'intéressent si besoin. Donc on est vraiment sur une méthodologie large qui vise à mettre dans l'analyse l'ensemble des composants que je souhaite utiliser pour regarder effectivement la dimension, finalement la rentabilité économique et environnementale de ce dispositif-là. D'abord, je réfute totalement le terme de boîte noire. Le moteur de calcul qu'on a élaboré est à disposition. Il a été accessoirement audité par l'Académie des technologies et qui a considéré que le travail scientifique tel qu'il avait été fait à la demande des maîtres d'ouvrage du moteur de calcul était un travail propre. Il n'y a aucune logique de boîte noire.
il y a un moteur de calcul, il n'y a pas d'obligation de l'utiliser. Par contre, il y a l'obligation d'attester qu'on respecte la réglementation. Et effectivement, une réglementation qui fait un peu plus de 1000 pages, 1215 pages la dernière fois que je l'ai signée. Rien n'interdit de développer d'autres moteurs de calcul, de les paramétrer de telle sorte. J'ai le moteur de calcul américain qui est en open source ou moteur de calcul autre et de le paramétrer. Juste, quand on regarde les équations économiques, personne n'a la rentabilité pour. Personne, il n'y a aucun éditeur de logiciels, alors même que c'est un secteur qui est très ouvert et très concurrentiel, qui va aller dépenser les centaines, voire les milliers d'hommes-jours pour paramétrer, pour respecter la réglementation. Honnêtement, moi, très honnêtement, en tant que président du CSTB, je ne suis pas demandeur d'une situation de monopole sur le moteur de calcul. On le fait parce que ça nous a été demandé par notre maître d'ouvrage, l'outil est à disposition, il est utilisé et reparamétré par des éditeurs de logiciels. Là-dessus, mais si quelqu'un, que ce soit l'école des mines de Paris, un institut Fraunhofer en Allemagne, l'université d'Oxford ou de Birmingham décide de faire un moteur de calcul concurrent, mais j'en serais très heureux. Et je ne demanderai pas mieux que les experts du CSTB les aident à faire. Je n'ai pas de demande. Ça fait 5 ans que le moteur de calcul il est à disposition. Je n'ai pas de demande à part le fait de dire je le prends, je l'encapsule dans mon logiciel. Il n'y a pas de volonté de boîte noire ou de cacher quoi que ce soit de la part du CSTB sur le sujet. Ni de la part de l'État. Non, mais je sais que c'est un procès d'intention qui a pu nous être fait par le passé. La réponse est clairement non. Ça n'est pas... Il n'y a pas de posture de chapelle du CSTB sur le sujet. Pas d'enjeu économique pour nous. Commercialisation du moteur Comet, c'est quelques dizaines de milliers d'euros pour le CSTB, qui est une entreprise qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est très probablement une activité sur laquelle on a plus perdu de l'argent qu'on en a gagné. Donc voilà, et c'est d'ailleurs probablement parce qu'on a perdu de l'argent que personne d'autre veut y aller. Malheureusement, les éditeurs de logiciels mais aussi les centres de recherche, ils ont là-dessus une approche économique qui est de dire est-ce que je vais pouvoir soit créer du savoir complémentaire à celui qui existe déjà, ou est-ce que je vais pouvoir avoir un modèle économique? C'est aussi un moteur qu'on a benchmarké, qu'on a testé avec d'autres choses pour voir si justement il rendait des résultats cohérents. Donc il y a aussi ces éléments-là. Et vous avez mentionné la demande de simplification. C'est quelque chose qu'on a bien évidemment en tête. Si on sait qu'on peut obtenir un calcul qui donne le même résultat avec la même précision en enlevant des paramètres, c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais dans la logique qui a été mentionnée tout à l'heure de rajouter des choses, c'est un peu des injonctions un peu contradictoires, c'est qu'il faut pouvoir tout prendre en compte. Donc effectivement, on en rajoute. À force d'en rajouter, il devient un peu gros. Donc la partie simplification, c'est forcément des itérations entre je prends en compte les demandes, parce qu'il faut quand même pouvoir intégrer tous les dispositifs du mieux possible et simplifier. Donc on a probablement aussi des cycles de développement dans ce moteur-là qui fera qu'il se simplifiera. Et dernier point, vous avez mentionné le rapprochement avec les logiques européennes et on est également là-dessus. On ne souhaite pas avoir un moteur qui nécessairement était quelque chose d'atypique au niveau européen ou mondial. Donc c'est plutôt dans une phase de convergence. Business model évolutif, solutions un peu innovantes poussées par différentes startups. Alors, bien évidemment, sur ces sujets-là, on ne pousse rien nous-mêmes. Je veux dire, on n'est pas l'acteur qui doit faire ces choses-là. Par contre, on accompagne énormément en recherche et développement des entreprises, des startups qui arrivent en disant « nous, on est sur ce segment-là et on aimerait bien voir comment pouvoir le valoriser ». Prenons un exemple tout simple sur le sujet des bâtiments et des quartiers bas carbone, les parkings. Le premier truc que vous pouvez faire pour faire moins de carbone, c'est d'arrêter de faire des parkings qui sont vides en alternance. Je vous donne un exemple extrêmement concret en tant que Grenoblois. Le Stade des Alpes à Grenoble est à côté des bureaux de la métropole. Chaque jour de match, les bureaux de la métropole, les parkings du bureau, il y a 3 niveaux de parking, c'est considérable en taille, c'est complètement vide. Et il y a du parking
partout autour, y compris sous le stade qui a été construit pour mettre des voitures les jours de stade. Si on est capable de dire qu'on gère mieux les places de parking sur un territoire donné, parce que c'est pas vraiment en dessous de mon bâtiment que je le souhaite, je veux juste être dans la bonne zone, ben en foisonnant logements et bureaux, je peux faire moins de parking. Donc ça, dans une dynamique de bâtiment bas carbone, il faut que je sois capable de le prendre en compte. Je ne les fais pas parce que je les ai juste à côté en mutualisant avec un bâtiment voisin. Pour le reste, compte tenu de la complexité du sujet et du nombre d'innovations qu'on peut avoir sur ce genre de choses, on est dans une logique d'accompagnement, c'est-à-dire on met nos experts en économie, en environnement, pour leur dire voilà effectivement ce que vous pouvez mettre dans votre solution pour qu'elle soit pertinente. Donc on accompagne, mais ce n'est pas un sujet par rapport à ce que disait Étienne sur nos priorités scientifiques et techniques sur lesquelles on est un peu en leadership, quoi. La conviction qu'on a, c'est que avec les enjeux de transition environnementale, avec les enjeux de transition numérique, le secteur du bâtiment, le secteur de la ville, va avoir dans les années à venir ces modèles économiques et ces modèles organisationnels complètement se transformer. Et c'est ça qui m'a amené, et on va très probablement le faire en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, à remettre en place au sein du CSTB une direction de la prospective qui, au-delà des travaux scientifiques de recherche appliquée qu'on mène, qui sont toujours à horizon 3, 5 ou 10 ans, de dire essayons de nous projeter à horizon 20-30 ans, voilà quels sont les scénarios possibles d'évolution du fonctionnement du marché de l'immobilier, du fonctionnement de l'immobilier pour déterminer des pistes d'évolution. Et en étant parfaitement conscient que, comme tout travaux de prospective, de toute manière, on se trompera. Mais au moins, on aura identifié les scénarios extrêmes possibles et on pourra se dire, voilà, ce que sont les champs des possibles, tels qu'à date, on peut les identifier. Par rapport à la bonne échelle pour aborder les questions de performance énergétique, on est totalement d'accord. C'est à l'échelle du quartier, je dirais. Après, je laisse aux juristes le fait de déterminer comment je peux, face à un acteur qui a une responsabilité de respecter une réglementation, que ce soit un maître d'ouvrage ou un propriétaire, comment il va réussir à transférer ou déléguer cette responsabilité à un tiers, que le tiers soit son voisin ou soit le responsable d'une association syndicale libre, d'un syndicat à l'échelle du quartier. La question qui là est vraiment d'ordre juridique. Juste pour l'avoir regardée dans une vie antérieure, elle n'est pas totalement triviale, elle est même d'une complexité phénoménale, surtout à un moment où l'orientation, et elle est normale, naturelle et vertueuse, est la reconstruction de la ville sur la ville, et plus le développement comme on le fait comme on l'a fait dans les années 60-70, et comme on le fait dans certains pays en voie de développement comme la Chine, de centaines, voire milliers, voire dizaines de milliers d'hectares de villes nouvelles. Mais au plan scientifique, au plan technique, la bonne approche, elle est bien évidemment à l'échelle du quartier. C'est là où on aura le maximum d'optimisation, c'est-à-dire d'atteindre une performance au coût le plus réduit pour l'ensemble de la collectivité. Et je suis, comme vous l'évoquiez, absolument convaincu que le développement des outils numériques, et vraiment notre pays est en train de se saisir des opportunités qu'ouvrent les outils numériques pour optimiser la chaîne de production, la chaîne de rénovation, la chaîne d'exploitation des bâtiments, vont permettre d'accélérer ça.
Nous travaillons aujourd'hui avec une ETI, bien évidemment pour des raisons évidentes, je ne vous donnerai pas son nom, qui est aujourd'hui en capacité, face à un bâtiment de quelques milliers de mètres carrés de plancher, de dire la rénovation, l'isolation par l'extérieur, c'est simple, je fais un relevé du bâtiment, je fais concevoir des panneaux de façade que je vais assembler en usine et que je vais venir poser par élément de 6 mètres par 6 mètres sur la façade. Et donc la rénovation, au lieu de prendre 9 mois, elle va prendre 9 heures. Et si le bâtiment est plus gros, ça sera peut-être 2 fois 9 heures, mais en une journée, je fais la rénovation d'un bâtiment. Et ça, c'est aujourd'hui. Il y a des chantiers qui sont conduits comme ça. Ça, c'est permis par le développement des outils numériques. On voit souvent le BIM comme un truc très très compliqué, puis on regarde surtout les aspects techniques. Dans certains cas, c'est ce qu'il faut regarder probablement, c'est aussi comment le BIM nous aide dans des choses assez simples. Et finalement, pour industrialiser, je peux industrialiser la réalisation du bâtiment, mais je peux aussi réfléchir un tout petit peu différemment ma manière de concevoir pour être un peu plus proche de ce qui va se passer sur le terrain avant d'y être. Ce serait ça aussi la logique. Deux exemples juste extrêmement concrets par rapport à ça. Mais aujourd'hui, le fait qu'on ait fait des simulations réglementaires sur tous les bâtiments neufs, on sait tester une technologie sur les bâtiments qui viennent d'être réalisés. On prend une technologie aujourd'hui, on peut la tester sur tous les bâtiments neufs réalisés depuis 10 ans et dire ça c'est intéressant parce que du coup je peux voir si elle se projette bien ou moins bien que ce qui a été fait finalement. Autre exemple extrêmement concret, j'ai une technologie à mettre dans un logement collectif, on va dire une technologie un peu innovante, je sais pas, une pompe à chaleur, peu importe son format, avec de l'hydrogène, avec du gaz, avec tout ce qu'on veut dedans. J'ai besoin de la tester au plus proche de son fonctionnement réel. Le fonctionnement réel, c'est pas juste le comportement nominal. Je peux aujourd'hui la mettre dans un fonctionnement réel avec un bâtiment virtuel en face. C'est-à-dire dire, voilà le bâtiment dans lequel je compte le mettre, je ne l'ai pas encore, mais j'ai en tout cas son avatar numérique. Et mon système, je vais le mettre en situation de fonctionnement, il fera chaud, il fera froid, exactement comme ça va se passer pour lui quand il sera dans la vraie vie. Et là, je vais pouvoir faire des tests qui me rapprochent beaucoup plus de ce qui va se passer. Et donc, je peux potentiellement prendre des risques sur l'industrialisation parce que j'ai été au plus proche du terrain avant d'y être, quoi. L'enjeu du bâtiment, c'est bien de réduire à maxima la consommation de ressources rares. Et on se retrouve dans un système d'optimisation phénoménalement compliqué parce que, on veut réduire les déplacements parce qu'ils sont émetteurs de gaz à effet de serre. 2, on veut réduire la consommation d'espace parce que même si les chiffres sont contestables, on a quand même la consommation de l'équivalent d'un département tous les 10 ans d'espace naturel pour répondre aux besoins de la population. Ce qui naturellement conduit à une concentration, à une densification des villes. Mais ça veut dire aussi aller chercher les ressources de plus en plus loin, et notamment la ressource en eau, et ça c'est une vraie problématique. Sur deuxième point que vous évoquiez concernant l'eau, c'est des sujets sur lesquels, avec certaines grandes agglomérations, grandes métropoles, nous travaillons sur globalement, après il y a d'énormes problèmes techniques, comment améliorer la perméabilité de la métropole, comment faire en sorte qu'une métropole éventuellement qui a commencé à être construite il y a juste 2000 ans, qui s'est totalement transformée à l'époque des 30 Glorieuses où il fallait accueillir le développement de la voiture, comment on la rend aujourd'hui beaucoup plus perméable à l'eau et notamment à ces événements extrêmes que sont la pluie torrentielle qui déverse l'équivalent d'un mois de pluie en 10 minutes. Et comment je fais pour que
les réseaux ne soient pas sursaturés et inversement, ne pas surdimensionner les réseaux. C'est accessoirement un sujet sur lequel on a aussi été un tout petit peu amené à travailler lorsque l'État et la métropole de Marseille nous ont demandé de les aider à comprendre ce qui s'était passé rue d'Aubagne au mois de novembre dernier. Pourquoi 2 bâtiments conçus depuis juste 300 ans qui tenaient bien, quasiment du jour au lendemain, ils sont tombés par terre. Le risque d'émergence d'un acteur, je pense que ce risque-là, oui, il peut arriver. Après, ce qu'on constate, c'est que sur un acte d'achat simple, qui est j'achète un déplacement d'un point A à un point B, Uber, malgré toutes ces tentatives de contourner les législations, 5 ou 6 ans après sa création, n'est toujours pas rentable. Donc, sur l'acte d'achat de quelque chose de phénoménalement compliqué qui est la rénovation d'un bâtiment, il va falloir beaucoup d'intelligence, d'ingénierie, de matière grise pour développer une telle activité et qu'elle soit rentable. Et par contre, oui, clairement le risque des plateformes qui aujourd'hui proposent, vous voulez rénover votre bâtiment, votre logement, je m'occupe de tout. Je vous trouve les sous-traitants, je vous trouve les produits, et vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est signer en bas à droite. Il y en a qui le proposent, c'est des services qui existent. Comme c'est un acte beaucoup plus réfléchi que l'achat d'un déplacement, on voit qu'il n'y a pas le phénomène aussi massif que ce qu'il a pu y avoir sur Uber. Soyons lucides, le risque existe. Concernant le passeport, j'ai ces initiatives-là qui sont d'assurer une forme de traçabilité dans la durée d'un bâtiment et notamment de ça, et de planifier les travaux de rénovation. C'est clairement la logique du carnet numérique du bâtiment qui a été voté par le Parlement et sur lequel les différents acteurs travaillent. Je sais qu'il y a eu des initiatives, certaines ont été raisonnablement positives, d'autres ont objectivement été des échecs. Là, pour moi, l'enjeu, c'est pas tant d'initier le carnet numérique du bâtiment que de voir comment on fait et on crée la dynamique pour que ce carnet numérique soit tenu à jour dans la durée par l'ensemble des acteurs et notamment les propriétaires ou les artisans intervenants. Et ça, cette question-là, elle est vraiment complexe. Et aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé la martingale. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé la martingale en France, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé la martingale ailleurs dans le monde. Quand on a un propriétaire institutionnel, que ce soit un bailleur social, que ce soit le propriétaire immobilier à Singapour ou ailleurs, on peut le professionnaliser et ça marche. Quand c'est des particuliers, c'est beaucoup plus compliqué et à ma connaissance, nulle part on a trouvé la solution. Encore une fois, ce qu'on essaye de faire, c'est de réfléchir le plus possible en amont à ce qu'on va nous poser comme question au moment où il y a une question de réglementation qui se pose. Et là où on peut déjà être satisfait, c'est s'il n'y avait pas eu HQE Performance 2010-2011, c'est-à-dire il y a assez longtemps, de prendre le risque de dire cette méthode dont on pense le plus grand bien, cette analyse de cycle de vie dont on se dit que c'est ça la bonne méthodologie, en 2010-2011, on l'a mis dans les mains de vrais acteurs. Des gens à qui on a dit la méthode elle est là, l'outil il est là, la base de données elle est là, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe pour vous? Rappelons-nous, c'était il n'y a pas très très longtemps. Et les gens ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit j'ai passé 5 jours à chercher les données de mon projet. Le premier retour qu'on a eu, c'est ça. C'était pas de la dimension technique,
C'était pas le modèle qui posait problème, c'était la disponibilité des données. Est-ce que l'industriel m'a donné une donnée? Et deuxième chose, vous m'avez demandé le mètre linéaire de fondation que j'ai dans le bâtiment, je ne sais pas. Combien de fenêtres, je ne sais pas. Ça, Romain, ça nous rappellera des souvenirs quand on travaillait avec Bouygues sur le sujet. C'est comment vous pouvez me faire ça en 2 heures? Parce que si ce n'est pas en 2 heures votre truc, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'on ne parlera jamais de carbone si je ne peux pas le faire rapidement. Donc ça, c'était 2010-2011. Et puis ensuite, effectivement, on fait E plus C moins, et là, on rentre un peu plus dans le dur. Dans le dur, c'est est-ce que la donnée qu'on me met à disposition est suffisamment précise pour en comparer deux? Est-ce que si je décide de faire un seuil sur un logement collectif, je vois les choses au bon niveau? Donc pour répondre à votre question, c'est notre boulot aujourd'hui d'analyser tout ce qui sort, de vérifier que les modélisations sont propres, que derrière chaque modélisation, j'en ai assez pour tirer des éléments représentatifs, et on est en plein dedans. Donc clairement, il y a des endroits où on a assez d'éléments, assez de données d'industriels, assez de simulations pour dire des choses. Puis il y a des endroits où si on nous demande le prochain seuil réglementaire des prisons construites en France, ça va être compliqué, on n'en a pas assez, et donc on ne va pas pouvoir fixer des choses, en tout cas on n'a pas d'éléments de retour. Donc c'est un peu un élément, voilà, je vous fais une réponse un peu de Normand, c'est-à-dire qu'on est en plein dedans. Gardons en tête aussi que sur les données des industriels, par exemple, je pense aux énergies renouvelables, on s'aperçoit que le réveil a été un peu tardif. Donc aujourd'hui, c'est la source de la donnée qui pose problème. Si la donnée était aujourd'hui spécifique, si chaque fabricant de photovoltaïque avait aujourd'hui sa donnée de son panneau fabriqué à tel endroit et exploité à tel endroit, et là-dessus aussi, on aurait des sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un potentiel extraordinaire. Le photovoltaïque français, amorti sur un pays très carboné, c'est une opportunité extraordinaire. C'est l'énergie la plus propre qu'on a. Évidemment, ça s'amortit un peu plus long si c'est un capteur chinois en France, mais ça s'amortit aussi. Et c'est ces données précises-là dont on a besoin. Et plus on aura ces données-là, plus le travail sera rendu facile. Que les enjeux environnementaux, prise en compte des objectifs fixés par la COP21, ce sont clairement des déterminants des politiques et de la stratégie mise en œuvre par le CSTB. Et ça, ça l'est de très longue date. J'ai souhaité que, depuis mon arrivée au CSTB, que ça soit conforté, renforcé. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. On est face à un phénomène de changement climatique. On ne sait pas à quelle vitesse il arrivera, mais donc, désormais, il y a un consensus scientifique pour dire que nous devons l'atténuer et le limiter. Et clairement, les compétences et les capacités scientifiques du CSTB sont mises à la disposition et sont utilisées pour participer à cet effort collectif planétaire. Et bien évidemment, je dirais, en tant qu'établissement public, nous serons très attentifs au discours de politique générale du Premier ministre et nous ferons tout ce qui est en notre capacité pour le mettre en œuvre. Mais au-delà de ça, on a aussi, je ne pense pas que ça remettra en cause cette orientation qui a été fixée au plan mondial par la COP21. J'ai eu à travailler dessus dans une vie antérieure sur l'obligation de travaux sur le non-résidentiel. Quand on prend en compte l'ensemble des éléments qui peuvent déterminer un travail réglementaire sur le sujet, c'est vraiment d'une complexité très forte. Et je ne sais pas à date comment on fait pour le fixer au plan national, compte tenu de la diversité des zones géographiques françaises, de la diversité des patrimoines, de la diversité des usages. Donc ce sujet-là est effectivement un sujet, une question qui se pose de façon récurrente. Je ne sais pas si ça aboutira, parce que là, clairement, c'est le choix du gouvernement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si
ça devait être mis en œuvre. Il y a des gens qui vont y passer quelques jours et quelques nuits pour trouver la bonne architecture technique, juridique pour le mettre en œuvre. Oui, on travaille sur le confort d'été et on y travaille sur vraiment aux 3 niveaux d'intervention que j'évoquais. Travaux amont, travaux en accompagnement des pouvoirs publics et de plus en plus en accompagnement de maîtres d'ouvrage qui veulent se saisir du sujet. Totalement d'accord avec vous que c'est un des sujets qui n'a pas été adressé par la RT 2012 et qui, clairement, et qui doit être adressé, qui doit être traité. Est-ce que c'est d'ordre réglementaire ou autre? Ça n'est pas à moi de le dire, mais par contre, c'est clairement un sujet qui monte et qui est de plus en plus important. On constate de manière générale, et depuis plusieurs années, très forte volonté de la part des industriels du bâtiment de développer l'innovation. Et notamment de développer des innovations dédiées aux questions de rénovation. Là, il y a vraiment pour moi une évolution forte. Après, est-ce que les industriels décideront de les lancer commercialement à Batimat ou à un autre moment, ça c'est à eux d'en décider. Par contre, qu'on soit sur un secteur des produits de construction qui continue à innover, oui, clairement. Et on le constate effectivement tous les jours dans nos laboratoires. Eh bien donc, on va clore donc cet atelier débat. D'abord, alors je voudrais vous remercier très vivement d'être venu nous parler, vous remercier de vos questions. Moi personnellement, j'en apprends beaucoup de choses. J'ai appris donc que pour les bâtiments tout neufs, les bâtiments qui ont une très bonne performance énergétique, c'est donc dans la construction, dans les chantiers, dans les bâtiments, dans les matériaux qu'il faut aller chercher. Alors que moi, en 2010, on m'avait dit le contraire. C'est assez frappant. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution assez rapide. Donc ça, c'est assez remarquable. Également que c'est à l'échelle du quartier. Ça, c'est très très important, l'échelle du quartier ou l'urbanisme. Je dis ça parce que, par exemple, à Singapour, il y a un indicateur qui est combien de surface on va affecter au transport, enfin, au déplacement, à la mobilité. Et à Singapour, pas plus de 14%. Voilà. Donc je dis ça parce que ce sont des avancées, des choses nouvelles qui sont très importantes, quoi. Alors, il y a juste un tout petit point sur lequel je me permettrai peut-être d'avoir une petite nuance avec le président, qui nous dit que en 2012, c'est la représentation nationale qui a décidé de tout, hein, qui a décidé qu'il fallait d'abord s'occuper de l'énergie, puis que peut-être 10 ans plus tard, on s'occuperait du carbone. Ça me paraît très, plutôt, c'est des ingénieurs de l'État plutôt ça, hein, ce genre de programmation sur 20 ans ou sur 15 ans. Je pense que c'est au-delà de l'intelligence moyenne d'un Parlement de dire ça. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Peut-être que ce sont les deux. Voilà. En tous les cas, grand merci, c'était tout à fait passionnant. Et je vois que vous devez à la fois avoir de l'imagination, imaginer tout ce qui peut arriver, essayer de prévoir toutes ces situations, et ensuite vous contenter malheureusement des décisions politiques. Et ayant participé un peu à la politique dans mon jeune temps, ou récemment, je suis quand même frappé d'une certaine décrédibilisation de la parole politique, puisqu'elle n'arrête pas de promettre des lendemains qui chantent ou des extraordinaires réductions d'émissions de gaz à effet de serre que malheureusement la réalité ne confirme pas. Donc on a vraiment un problème. Sur le papier, les politiques veulent être absolument parfaits, et la politique, malheureusement, c'est la règle du jeu d'être parfait sur le papier. Ensuite, 5 ans plus tard, on n'est plus là. Voilà, merci beaucoup.